Alors peut-être que je dirais que le conteur c'est un facteur. Dans la rencontre entre le monde du conte et le monde de l'entreprise et de ses lieutenants que sont performance, efficacité, efficience ou quoi que ce soit, etc., économie, production. Il y a eu pour moi un temps de réflexion et de découverte intéressant, et c'est une parole que je porte aujourd'hui. Il m'est arrivé d'animer des ateliers pour des coachs, entre coaching et conte. Et il m'est apparu extrêmement clairement que le conte ne peut pas être réduit, et c'est ça qui me plaît en fait, c'est ce côté rebelle et sauvage dans le monde de l'entreprise, ailleurs dans le monde de l'accompagnement, dans le monde de raconter des histoires à quelqu'un. Le conte ne peut pas être réduit à un outil qu'on va utiliser en se disant tu as peur la nuit, je sais quel est le conte qui est bon pour toi et je vais te raconter celui qui te dit qu'il ne faut pas avoir peur. Et j'ai 1000 fois discuté d'eux ou compris que ça ne sert à rien de vouloir utiliser le conte comme un comprimé dont on connaîtrait la posologie, les indications, et que je ne sais pas si le conte rigole, si jamais on a cette idée-là, s'il s'en réjouit parce qu'il nous joue des tours. J'essaye de ne pas l'utiliser comme ça, donc j'ai pas beaucoup de pratique, mais j'essaye vraiment de soutenir ça quand j'en discute avec des conteurs ou avec des gens qui font profession d'accompagnement et qui rêvent de la puissance métaphorique. Et la seule chose que je puisse leur dire, c'est n'essayez pas de jouer à ça parce que vous perdrez. Faites confiance au fait que si vous aimez une histoire, vous lui donnez de la puissance. Mais il faut que vous l'aimiez, il faut que cette histoire, elle vous ait touché. Voilà, donc si vous venez assister à cet atelier en espérant avoir un répertoire, mon répertoire c'est une bibliographie de 42 livres de contes et il va falloir que vous alliez chercher vous-même dedans. Et par contre, si vous aimez l'histoire et si vous avez envie de la raconter à un moment donné, faites-le. Vous transmettrez une enveloppe pleine, mais vous n'avez absolument aucun pouvoir sur ce que vous donnez dans l'enveloppe. Et ça, c'est vraiment délicieux. Si vous voulez réduire le conte à un outil efficace, il vous rit au nez, il s'évapore, voilà, il disparaît et vous donnez une espèce de coquille vide qui n'a aucun sens. Si vous l'invitez dans une situation parce que vous l'appréciez, alors vous convoquez des forces et des puissances inouïes. Et peut-être qu'en recroisant la personne 2-3 ans après, elle continuera à vous dire qu'elle pense à cette histoire, quand bien même ça m'est déjà arrivé, vous aurez oublié laquelle vous lui avez racontée, la personne le sait encore. Mais ça suppose que vous acceptiez d'être le messager, le transporteur, de le faire sans chercher à savoir pourquoi, en toute gratuité. Et dans ces conditions-là, ce qui vous traverse vous dépasse. Et j'aime cette rébellion de la gratuité dans un monde aujourd'hui où on est beaucoup sur une solution égale, enfin un problème égale une solution,
une et une seule, et si possible rapide, indolore, voilà, efficace, etc. Le conte fait non, 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 il va falloir que tu acceptes de perdre du temps à m'écouter, parfois à m'écouter longuement, sans savoir pourquoi, et peut-être que si tu te laisses perdre dans la forêt, tu y rencontreras le loup. Et ce sera bien. Mais On risque d'être mangé par le loup. ouais, mais On s'en fout. dans mon cas, rencontrer le loup est plutôt la plus belle aventure qui puisse arriver à quelqu'un qui enfin accepterait d'aller se perdre dans la forêt, quoi qu'il arrive. Donc je le dis avec le sourire. Ce sera peut-être une louve d'ailleurs. En tout cas, vous n'en sortirez pas comme vous y en étiez entré, et c'est sans doute ça qu'on peut imaginer que vous alliez chercher en rentrant dans la forêt. Sinon, vous entrez dans le parc des Buttes-Chaumont. C'est moins risqué. La rencontre avec le conte, c'est qu'à l'époque, je travaille dans une entreprise de conseil. Je mène des études auprès des entreprises, sur les projets d'entreprise et les valeurs partagées. Et cette entreprise de conseil, c'est quoi, une cinquantaine de personnes. On fait une fête par an, enfin une fête, un séminaire, hein, comme pour nos clients. Et on me demande d'organiser l'une des soirées de séminaire. Et j'ai l'idée de parcourir le Louvre pour créer un jeu de piste. Donc je passe des journées au Louvre. À cette époque, j'en connais tous les passages. J'y passe des heures et je crée 3 circuits qui permettent à 3 équipes de mes amis et collègues, parce que c'est une entreprise où les personnes s'entendent vraiment familialement très bien. Je ne sais pas si les 2 termes sont courants de les associer, mais bon, s'entendent très bien. Et je crée 3 parcours, et à l'issue du parcours, les personnes se retrouvent avec des animaux mythiques, des animaux réels, des personnages, la jeune femme à la perle, l'homme aux gants, des lieux, des événements. Et mon idée est qu'à l'issue de ce parcours, eh ben, les équipes, elles construisent une histoire avec ces éléments, puis elles nous la racontent, on se les raconte. Et je commence à décrocher mon téléphone pour trouver un conteur qui nous aide à faire ça. Je ne sais plus qui j'ai appelé, j'y connaissais rien, donc je ne sais pas. En tout cas, j'ai appelé des personnes qui m'ont dit « Ah non, non, je ne fais pas travailler des gens en entreprise en 2 heures pour écrire un conte, je ne sais pas faire ça. Je ne connais pas, ou je ne suis pas disponible, ou je peux vous faire un spectacle, mais ça, non. » Et puis à un moment donné, je décroche le téléphone, j'appelle une personne et j'entends une voix très jeune, une voix de femme très jeune qui me dit « Oh, ce serait absolument formidable, je trouve ça super, je viens vous voir. » Donc je donne rendez-vous dans les bureaux de l'entreprise, et le jour dit, la porte sonne, je vais ouvrir, et je vois arriver une dame d'un âge mûr, avec une voix d'enfant, donc Élise Stocchetti, qui était accompagnée d'un grand jeune homme qui s'appelle Philippe Varache, et eux viennent se présenter en disant « ça va être super ». Et Philippe me dit « je connais le Louvre comme ma poche ». Et avec eux se monte cette soirée dont je garde un souvenir, c'était ça, quand je parle des années 90 sur mes débuts du conte, c'était ça environ. J'avais dû rentrer dans l'entreprise en 86, donc je pense qu'il leur avait fallu 4 ans pour oser me confier l'organisation de la soirée. Donc admettons que c'était 90-89, et je tombe amoureuse du travail qu'on fait ce jour-là, et je décide de m'inscrire aux ateliers lancés par Élise Stocchetti et Philippe Varache. Et c'est eux qui mettent le pied à l'étrier. Et je commence au même moment le clown d'improvisation par un hasard de rencontre par le biais de l'entreprise et des ateliers de conte
et en même temps l'air de ne pas y toucher. Ces contes ouvrent, les contes traditionnels en entreprise rappellent qu'il y a d'autres logiques, d'autres univers et des forces à l'œuvre extrêmement puissantes de solidarité, de courage, de loyauté, et que la porte actuelle laissée à la performance, à l'efficacité, au profit, est une porte minuscule au regard des siècles passés. Voilà. Ça paraît très important aujourd'hui, mais c'est une minuscule goutte dans un océan d'histoire, et les contes viennent rappeler que l'océan existe. Voilà. Et j'ai croisé donc contes et clowns, bizarrement par le biais de l'entreprise, et aujourd'hui j'ouvre les portes des coulisses des entreprises pour y faire rentrer le clown d'improvisation et le conte traditionnel. Et j'en suis, c'est pas fière, j'en suis contente, j'en suis très contente. Une entreprise va m'appeler parce que j'ai aussi des savoir-faire d'animation de séminaires et de choses comme ça. Et parce que je suis déjà rentrée, parce qu'ils me connaissent, je vais leur dire mais on va ouvrir le séminaire par un compte. Je l'ai encore fait il n'y a pas très très longtemps. Hein. Parce qu'au moment où j'ai l'entretien, où on me passe commande, au moment où j'ai le commanditaire qui m'explique son cas, au moment où je dois imaginer la réponse, généralement je peux avoir un compte qui vient et c'est ce que je vais lui dire. Je vais lui dire mais ce que vous me racontez là, le spectacle qui m'a le plus nourri, amusé, porté, avec le plus de facilité, était le spectacle sur la séduction, sur le plaisir. Et je l'ai abordé avec un regard de femme, je l'ai abordé avec des paroles de femmes, enfin, pas uniquement, mais ma partie féminine était quand même très très présente dans le spectacle. Et je me suis rendu compte combien j'avais quand même une tendresse particulière pour tous ces contes où la femme va démontrer sa puissance, son ingéniosité. Et de ce point de vue-là, des textes anciens, des textes arabes sur les ruses des femmes, etc. sont... Enfin voilà, l'alchimie entre ces textes et les contes était vraiment exceptionnelle parce que ça célébrait une puissance féminine. C'est le mot puissance, j'aime bien le mot puissance féminine. Plus qu'ingéniosité, on attribue souvent l'ingéniosité à la femme, mais le mot puissance m'a vraiment frappée à travers ces textes et ces contes. Et parmi les contes que je préfère, donc celui de la princesse à la tour, le passage qui fait que j'ai eu terriblement envie de le raconter, c'est le passage où cette jeune femme est enfermée dans une tour à sa demande, et puis un ogre repère la tour, donc toute une série d'ogres, après multiples aventures, décident de venir chercher dans la tour ces 3 ou 4 jeunes filles sans défense. Et puis vient le moment où elle entend les premiers chocs de l'astuce que vont déployer les ogres pour venir les chercher, c'est-à-dire de construire une échelle à l'extérieur de la tour. La tour est murée, mais ils décident de planter des pics qui constituent une série d'échelons pour arriver jusqu'à la fenêtre. Et dès les premiers chocs qu'elle entend, ils sont en train de planter les pitons dans la muraille. Il y a le passage que j'adore où on dit qu'elle se réveille, bien sûr. Elle se penche à la fenêtre, elle voit les mules, elle voit les hommes, elle voit les crânes luire sous la lune, là. Elle comprend que ça va mal se passer. Elle appelle les servantes. Elle leur demande de retirer les lattes du plancher. Elle s'approche de son lit.
couvert de dentelle. Elle se penche et tsing, elle sort une épée. Et le tsing de l'épée qu'elle sort, c'est le moment qui me ravit. Elle se place à la fenêtre et elle attend que le premier rentre. Et elle leur coupe la tête. J'adore ce passage. Voilà. C'est ça que j'aime dans les contes. C'est le fait que je la vois très bien, jeune princesse ayant décidé de se faire enfermer pour ne pas se marier. Je la vois très bien manier son épée et la lever et la baisser et couper 39 têtes, faire rouler les têtes et demander aux servantes de tirer les corps pour les envoyer à travers le trou du plancher. Et le lendemain, la tour est imbibée de sang. J'aime ce passage-là. Alors, je te vois froncer les sourcils. C'est vrai que c'est un peu sanglant comme puissance féminine. Je trouve que cette image a la puissance qui lui permet de contrebalancer de longs siècles de femmes qui se seraient penchées à la fenêtre en appelant un prince à l'aide. Voilà, donc elle est un peu sanglante, mais parlante des ressources dont nous disposons. Et voilà, que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous d'aller puiser sur une force qui nous est toujours disponible, qui tient beaucoup de la ténacité et de la capacité à se dire qu'on va faire face, quoi. Je peux même, selon le moment où a lieu l'histoire, je peux en rajouter sur le côté vraiment lit de princesse. C'est pas écrit dans l'histoire que le lit est en dentelle, mais c'est ça que je vois. On s'attend tellement à ça. Le baldaquin, le lit à baldaquin. On pourrait même rajouter la petite poupée posée avec sa jupe bien étalée sur le lit. Je vois vraiment ça. Et quand elle se penche sous l'oreiller, c'est pas un mouchoir de dentelle qu'elle sort, c'est une épée forgée. C'est l'image qui m'a fait basculer, tomber amoureuse de cette histoire. L'autre piste étant que le dernier ogre qui s'en est tiré la poursuivra tout au long de son existence et tout le monde lui dit qu'on ne peut pas échapper à un ogre. Tous les gens à qui elle demande de l'aide lui disent qu'on n'échappe pas à l'ogre. Et elle, fois après fois, rencontre après rencontre, lève sa jupe et se dit « tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours courir ». Et repart, repart, repart et fuit. Cette ténacité me bouleverse. C'est comme si j'avais compris que le livre que je trimballais avec moi, que j'appelais le conte, j'en déchirais des fois un petit bout, tu vois, genre je vais faire des courses, j'ai besoin d'une liste de courses, donc je vais prendre un petit bout de papier, puis je vais écrire un truc, genre c'est un cahier de brouillon, enfin c'est un cahier de vie, tu vois, je me promène avec, donc je disais je suis conteuse. Et puis ce jour-là, dans cette session, j'ai compris que c'était un livre magique. Et je me souviens très bien avoir passé 4 jours assise dans un coin de la pièce à Vendôme, à sangloter, mal à la tête, mal au ventre, à te regarder travailler avec les autres personnes. Et puis régulièrement tu venais vers moi, puis tu me tapotais l'épaule comme ça, puis tu me disais « Bienvenue dans le monde du conte ». Ça n'arrive qu'une fois. Et si je devais placer une étape d'évolution, je pense qu'avant je racontais, hein, j'ai commencé très vite à raconter en public en fait, parce que les gens avec qui j'ai commencé à me former, qui étaient Philippe Varache, Élise Stocchetti, ils nous faisaient raconter très vite. Donc formellement, mon premier racontage c'était au but de Chaumont, on était 2. Et la première personne qui s'est arrêtée pour nous écouter, c'était un chien en fait. Le chien voulait plus partir et le maître le tirait pour le faire avancer et le chien nous écoutait. Donc ça, je m'en souviens bien, on va dire que c'est la première étape en public, mais ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu au cours de la session que tu proposais, ça a été pour moi le fait de comprendre que c'était un univers
Enfin, le mot qui vient, il est grand, tant pis, hein, mais c'est un univers qui transcende, c'est un univers... J'ai compris que je mettais mes pas dans les pas d'une lignée qui m'avait précédé. On le dit, tout le monde le dit, tous les conteurs te disent, je fais partie d'une lignée. Et puis à un moment donné, je l'ai croisé, quoi, je l'ai senti, et ça m'a bouleversée pendant une semaine. Et je suis repartie avec cette compréhension, cette sensation que je touchais, enfin je frôlais un univers énorme qui me dépassait, et c'est à la fois impressionnant, puis c'est en même temps très tranquillisant, parce que tu prends... moi, ça m'a fait comprendre quelque chose que je dis maintenant quand j'accompagne des conteurs, hein, dans des formations. Je leur dis qu'il y a une grande humilité à avoir, parce que de toute façon, compte tenu de la puissance du monde dans lequel on met le pied, qui nous sommes n'a pas beaucoup d'importance. Comment nous racontons à ce moment-là, enfin je veux dire la technique de racontage n'a pas beaucoup d'importance, et que le conte... c'est peut-être toi qui nous l'a dit d'ailleurs, le conte est tellement puissant que si tu butes sur un mot, il s'en aperçoit pas, quoi. Le conte y mène sa route. Donc c'est dans mon évolution, ça a été un moment vraiment marquant. Et dans la rencontre entre un conte et moi, il y a vraiment des contes qui se laissent toucher facilement. Donc voilà, je les rencontre, où je peux les lire, ou les entendre, et les garder en mémoire, les retravailler. Et puis il y a quelques contes qui m'auront marqué parce qu'on s'est croisés une fois, j'ai tourné les talons, on s'est recroisés, j'ai pu les lire, on s'est recroisés, j'ai commencé à les raconter. Il y a des contes qui sont vraiment faits désirer, quoi. Et il m'a fallu parfois des années pour trouver la porte d'entrée. Et généralement pour moi le signe qu'on finit par s'apprivoiser, c'est quand j'ai la porte d'entrée de l'histoire. C'est-à-dire à quel moment de l'histoire je vais rentrer, et j'en ai deux comme ça, dont les premières paroles sont aujourd'hui quasiment fixées, parce que au moment où j'ai pu les trouver, c'est le signe que les dernières résistances lâchaient entre nous, entre le conte et moi, et qui me laissaient rentrer. Et même si la suite est toujours ouverte à l'improvisation, les portes d'entrée ou l'image d'entrée est vraiment là. Il y a en particulier un conte sur la princesse à la tour, qui est un conte important pour moi. Et je sais qu'aujourd'hui, la porte d'entrée, c'est quand il lève les yeux sur la tour, il la regarde, et l'eau lui monte à la bouche. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il va trouver une princesse et ses servantes à manger. Voilà. Et cette porte d'entrée-là, elle m'a permis d'entrer dans la princesse à la tour, que j'ai mis très très longtemps à apprivoiser. Et qui reste aujourd'hui, je pense, le conte le plus long de mon répertoire. Il doit faire une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, ce qui est rare pour moi. Et le deuxième, c'est La femme squelette, que j'ai trouvé un jour dans un livre ouvert chez une amie. J'ai donc Femme qui court avec les loups, j'ai regardé, j'ai posé les yeux sur le texte, j'ai posé le livre en faisant c'est dégueulasse. Ça devait être le moment où elle rentre les mains dans la poitrine de l'homme. Je l'ai retrouvé des années après en librairie. Je l'ai acheté, je l'ai mis sur une étagère. J'ai jamais ouvert le livre. Des années après, au moment du décès de ma mère, j'ai ouvert le livre et je suis tombée de nouveau sur La femme squelette. Et puis, quelques années après, j'ai pu le raconter. Mais ça, par exemple, pour moi, c'est étonnant. C'est un conte pour lequel les premiers mots que j'ai eus étaient c'est vraiment dégueulasse.
Comment peut-on écrire une chose pareille, quoi. Je suis pas véhémente, donc je l'ai pas dit avec véhémence. Je trouvais ça vraiment invraisemblable. Et alors une de mes particularités peut-être, c'est que je travaille en associant des contes et des textes anciens. Et quand je dis des textes anciens, ce sont généralement des textes, je vais dire que les plus récents doivent être du XIIe siècle. Le choix de La femme de l'ogre, en fait, j'ai le livre devant les yeux, c'est Pierrette Fleutiot, Métamorphose de la reine. C'est la première histoire que j'ai choisi de raconter au cours d'un concours, puisque c'était Chevilly-la-Rue, avec la présentation des conteurs, le concours de contes. Et j'ai présenté la nouvelle, qui s'intitule La femme de l'ogre. Et ce livre m'avait beaucoup frappé parce qu'il présentait les contes traditionnels vus par un autre personnage. Et dans le personnage de la femme de l'ogre, c'est le petit poucet vu par la femme de l'ogre. Et bizarrement, c'est un conte qui parle de plaisir féminin. Et c'est un conte qui parle d'une femme très effacée qui, à la mort de son époux, décide de chausser les bottes et s'aperçoit qu'elle peut traverser les lacs, et les forêts, les rivières, et retrouver le petit garçon qu'elle fera grandir et qui lui a fait battre le cœur. Donc c'est en hommage à cette histoire, après avoir contacté Pierrette Fleutiot, que j'ai décidé d'accoler à mon nom le terme de la femme de l'ogre, et ça me fait beaucoup rire, et en général j'ai des retours assez sympas, parce qu'on me demande généralement là où je vais si je suis née avec mon mari. Après, ce qui s'est passé pour moi au cours des dernières années, je crois que j'ai compris, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est comprendre, je crois qu'aujourd'hui je me dis qu'il y a une branche des conteurs et du conte où les personnes travaillent avec beaucoup de soin à la mise en scène, aux lumières, au déplacement, et que ça fait partie des spectacles que je vais vraiment admirer quand je vais dans les festivals, Vassivière. Donc tu as le regard extérieur. Et que je pense que j'admets aujourd'hui, mais ça, j'ai pas de peine à l'admettre, mais j'admets qu'aujourd'hui c'est pas ma voix. Et je vais tirer plaisir aujourd'hui, mais je le fais maintenant pas par défaut, je le fais en pensant que c'est ma place. Moi je vais être une personne qui raconte dans les gestes du quotidien. Voilà, donc je vais raconter dans la rue, je vais raconter dans une association, je vais raconter dans un train, dans un salon de coiffure, je l'ai fait, ou dans une librairie, ou dans un lieu d'accueil de SDF, ou dans une entreprise, ou au café, ou avec des amis, et je leur dis à un moment donné, ah, ça me rappelle une histoire. Et je pense que c'est une facette complémentaire, c'est le conte quotidien, le conte qui accompagne les moments où, je sais pas, tu connais ça mieux que moi, mais si tu racontes pour une association, ils ont la salle de l'Assemblée Générale, c'est des néons, ils l'ont loué, donc tu as des chaises empilables, tu as du carrelage par terre. Et ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Enfin, pour certains d'entre nous, c'est important. Enfin, quand l'éclairage est là, c'est beau. Et puis quand tu ne l'as pas, eh ben, c'est pas grave.
Et que si les chaises grincent, c'est pas grave, et que tu crées ta bulle. La bulle se crée avec les personnes. Et dans l'exemple des néons et de la salle avec du carrelage, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui était extrêmement touchant pour moi, qui était une association de parents endeuillés qui m'a demandé de venir raconter au cours de leur assemblée générale. Généralement, ils invitent un médecin ou un écrivain qui a vécu un deuil. Et puis par des liens particuliers, voilà, on est rentré en contact, ils m'ont proposé de venir raconter, puisque j'ai une série de textes autour du thème de la mort. Et là, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ça. C'est-à-dire que la salle est juste celle que je viens de raconter. Donc la salle ne s'y prête pas. Et puis on tourne les chaises d'un quart pour pas avoir toute la longueur de salle, pour que je raconte pas avec moi un vide de je sais pas combien de mètres devant moi. On tourne juste pour être dans le sens de la largeur. Donc on est face à un mur blanc. On resserre toutes les chaises parce que toutes les personnes n'ont pas pu se déplacer. C'est la grève, donc la grève des trains, donc il y a eu des chaises vides. On resserre toutes les chaises. Et puis au moment où je commence à raconter, voilà, ça se fait quoi. Et ce qui nous relie ce jour-là est vraiment très très fort. Donc je comprends que je suis une personne qui apprécie de raconter voilà, dans les halls d'entreprise et dans la rue. Et pour moi aussi c'est une évolution. De comprendre qu'il y a aussi ça, raconter dans les champs. Pas que je suis une conteuse urbaine, mais je peux raconter dans les champs aussi. Dans les prairies. Et que je suis plutôt aujourd'hui tranquille avec ça. Donc j'ai encore des beaux vêtements pour aller sur scène. Et puis j'en ai pas toujours besoin. Voilà. En fait, je fais référence à l'image que j'aime bien de transmettre une enveloppe pleine dont on ne sait pas ce qu'elle contient. Alors peut-être que je dirais que le compteur c'est un facteur, dans tous les sens du terme, il fait, comme un facteur d'orgue. Et en même temps il transmet des choses dont il n'a pas complètement connaissance. Il y a le secret de la correspondance, donc il ne sait pas exactement quel type de message il remet. Il peut parfois deviner selon la couleur de l'enveloppe ou le parfum. C'est une facture ou une lettre d'amour. Il ne peut pas lire ce qu'il y a dedans, mais sans lui, ça ne circule pas. Donc il est à la fois un maillon important et parfaitement incapable, au sens où ce n'est pas lui qui a écrit les lettres, mais il les distribue. Alors en fait, c'est ma grande surprise des dernières années. Pour mes 50 ans, j'ai eu envie d'une horloge courtoise. Je m'y attendais absolument pas. Et ça, c'est une superbe horloge design contemporaine qui est créée par un horloger complètement fou et génial de Besançon, qui s'appelle Philippe Lebru. Voilà, donc il crée des horloges monumentales qui prennent place dans des gares. Et il crée des horloges anciennes, design et épuré. C'était une belle rencontre. Et cette horloge, elle est composée de tout ce que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. C'est pas mal. Et j'adore ce bruit.
Et il y a quelques années, je travaillais pour une association qui accueille des personnes qui ont le cancer. Et nous avons fait un séjour en Belgique avec un ami qui a une association, une entreprise qui propose des aventures physiques, des exercices physiques qui s'appellent Outward Band. Et donc Outward Band Belgique a un lieu qui accueillait ce séminaire d'une semaine pour des personnes qui ont le cancer. C'était des femmes dans ce groupe-là. Un homme avait failli venir et s'était désisté, donc c'était un groupe de femmes. J'étais en co-animation avec cet ami, Philippe Marot. Et puis il nous propose une aventure un soir et il nous propose la traversée d'un tunnel désaffecté, un tunnel SNCF qui fait, je sais pas, 2 kilomètres, j'en sais rien. Bon, c'est un tunnel complètement noir, mais noir comme sous terre. On a fait de la spéléo aussi, c'est la même sorte d'obscurité. Mais ça a un intérêt, un tunnel, c'est qu'on ne peut pas se perdre. Hein. On nous met à l'entrée, il y a la sortie, entre-temps, il n'y a pas de... c'est pas un labyrinthe, donc c'est un risque minime. Et à notre choix, 2 par 2 ou 1 par 1, avec ou sans lampe frontale, il nous invite en pleine nuit donc à traverser ce tunnel. Et nous l'avons fait, les femmes et moi. Lui nous attendait de l'autre côté. Et on marche pendant, alors ça prend du temps parce qu'on marche lentement, on n'a pas l'habitude, on a la main sur la paroi, même s'il n'y a pas de risque, il y a les flaques d'eau, tout ça, bon, ça met peut-être 1 heure de traversée. Et je nous vois encore sortir, donc j'étais la dernière à passer, Philippe les attendait d'un bout et je clôturais la marche de l'autre bout, mais nous étions suffisamment espacés pour qu'il n'y ait pas d'interférence de son et de lumière entre nous. Même celle qui avait la frontale, bon, je partais suffisamment loin derrière elle pour ne pas avoir la lumière qu'elle projetait, parce que le tunnel n'était pas tout à fait droit, il y avait des coudes. Et à la sortie de ce tunnel, sous les étoiles, c'est cette histoire-là que je leur ai racontée. Et j'ai raconté à ces personnes qui étaient en train de se bagarrer contre le cancer ou qui étaient en rémission, je leur ai raconté une histoire qui disait « Tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours courir ». Et la princesse a relevé ses jupes. Et elle a encore couru. Ça s'est passé, je sais pas, il y a 5 ans. Et cette émotion, elle nous relie encore. Et c'est cette puissance-là que je reconnais au conte et qui fait qu'il est absolument unique et remarquable.